Bonjour, bienvenue au podcast M&M Sans Limite. Salut Martine. Salut Mylène. Allô. Aujourd'hui, on reçoit une femme très inspirante. Oui, comme toujours. Qui va venir nous parler d'elle avec son cœur. Et aujourd'hui, on reçoit Marie-Paul Gédéon. Bienvenue. Merci Salut. beaucoup. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir pour moi. Oui, Vraiment. merci. On va commencer, Marie-Paul, avec... c'est une personne très spirituelle. Oui. Mais tu as vécu quand même des choses, je dirais, difficiles, des épreuves difficiles. Entre autres, qui rejoint un peu Mylène aussi, la perte de ton frère. Sans trop aller dans les détails nécessairement du décès, de l'événement, mais plus à savoir, quand ces genres d'épreuves-là arrivent, de deuil, qui sont relativement assez douloureuses, comment on fait pour gérer ce tourbillon d'émotions-là quand ça nous arrive? Et là là. Excellente question. Oui. Tout à ton honneur. Que je te connais, ça fait un certain temps. Je savais que tu allais bien me guider là-dedans parce que pour moi, c'est un sujet qui est assez particulier, très sensible. Je suis quelqu'un de très privé dans ma vie et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de ce genre d'événements. Pour répondre à ta question, comment qu'on vit ça? Premièrement, on n'est pas préparé. On n'est absolument pas préparé. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Mes parents sont immigrants, viennent d'Haïti, première génération d'immigrants. Ils ont eu 3 filles et ont souhaité fort un garçon. Qu'ils ont eu, qui a été mon frère, mon petit frère. Et on l'a tout attendu. Impatiemment. Impatiemment. Quand on savait, maman est enceinte, on va avoir peut-être une sœur ou un frère, mais on veut un frère, puis on votait pour le frère et on a eu le frère. Puis pour moi, mon frère, c'était un peu ma poupée, hein? C'était ma poupée. Écoute, puis on est une famille traditionnelle, haïtienne, avec le bagage d'immigrants, chrétiens aussi. Beaucoup d'immigrants qui arrivent dans leur pays viennent aussi avec leur bagage, oui, culturel, mais aussi leur héritage, comment je pourrais dire? Pas religieux, mais la foi, la spiritualité. Bon. Alors, on a accueilli Joe dans notre vie, Jonathan. Pardon? Hein? Wow, excuse-moi. C'est le nom de mon frère. Excuse-moi, c'est parce que Excuse-moi, là. C'est un très beau nom. Oui, Jonathan. Ça me touche, ça. Jonathan qui s'appelle... Ben, voyons ce que... Écoute, il n'y a pas d'excuses ici. OK. Wow. Ouais. Wow. Donc, on a accueilli Joe et tout. Ouais. Fait que c'est une famille assez traditionnelle, de base et tout. Mais on a grandi quand même, comment je pourrais dire, avec les craintes d'une famille qui migre d'un pays étranger dans un pays où est-ce que tout est inconnu. Ils viennent d'Haïti, c'est chaud, c'est la plage, ils n'ont jamais vu de neige de leur vie. Ils arrivent au Québec, ils décident de faire des enfants. 1, 2, 3 filles, on veut le fils arrive. Parfait, Joe y arrive. Et moi, de nature, je suis quelqu'un d'extrêmement protecteur. Je suis quelqu'un qui protège beaucoup, 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 beaucoup. Puis j'ai su pourquoi après, je vous en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais bref. Joey est arrivé, c'est le plus jeune, né en 1989. Et lui, dans le fond, il avait son cercle d'amis. Et bon, il est décédé le 19 janvier 2012. Comment j'ai reçu cette annonce? Il était 4 heures du matin. Moi, je dors. On s'entend qu'on dort tout à 4 heures du matin. Ça sonne ding-dong à la porte. Est-ce que je rêve? Je rêve-tu pas? Non. Bien, je descends les marches, j'ouvre la porte, puis ma soeur est là. Puis elle me fait juste me dire « Habille-toi ». Quoi? « Habille-toi ». Ben, qu'est-ce qui se passe? Elle fait juste me répéter de m'habiller. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a un drame. Mon cerveau, je ne sais pas pourquoi il m'a amené là, mais quelqu'un est mort. Okay. Mais moi, dans ma tête, c'est mon père. Parce que logiquement, l'ordre de la vie, c'est la personne la plus vieille jusqu'à la plus jeune qui va partir. Parce que nous, on pense que c'est... Tu sais, dans l'innocence, on pense un peu que c'est ça. Puis elle refuse de me dire qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai dit, ben je m'habille pas tant que tu me le dis pas. Fait qu'elle me répond, ben ils ont tué Joe.
Fait. Pardon? Déjà là, wow, attends une minute. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais ça fesse. Surtout le yon, tuer Joe. Là, je viens d'apprendre que mon frère est décédé, c'est au pluriel, je suis... Ça a été extrêmement difficile juste de recevoir cette annonce. Puis finalement, ben, j'ai su que mon frère était décédé. Il était décédé depuis 8 heures la veille. Moi, je l'ai su à 4 heures du matin parce que je ne suis pas très réseaux sociaux. Je n'ai pas vu malgré que c'était un peu partout. Mais bref, je m'écarte un peu. Je ne veux pas m'éloigner trop de ta question parce que je veux y répondre. Mais on ne se prépare pas à ce type de choc. Des fois, quand on perd des gens, tout dépendamment de la façon, là, si c'est quelqu'un qui est malade, si c'est quelqu'un qui est en maladie. Il y a comme un processus qu'on a le temps d'absorber un peu. Exactement. Quand même, il y a une genre de préparation mentale. On s'attend à ça. Mais quand c'est le plus jeune d'une famille et que il y a une intervention humaine derrière ça. Qui a fait en sorte que ça a résulté comme ça. Exactement. C'est pas une maladie ou peu importe. Quand c'est un accident, quand c'est un meurtre. C'est un choc. Quand c'est un suicide. Dès qu'il y a une intervention humaine derrière un décès, il y a un angle particulier à ça qui amène beaucoup de colère. Mais bref, je ne veux pas m'écarter à ta question. Mais... Donc, tu as vécu beaucoup de frustration par la suite, j'imagine? Oui. J'ai eu beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration, d'incompréhension, de choc. Et un sentiment assez spécial que les gens ne s'attendent pas à ça, c'est beaucoup de culpabilité aussi. Parce que malgré le fait qu'on s'entend que ça n'a pas rapport avec moi, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère, mais on se pose toujours la question, si j'aurais dû, si j'avais... Alors, et des fois, je m'échappe encore avec celui-là. Ça, c'est celui qu'il faut que je me débarrasse. Mais il y a toujours cette question, tout le temps. Mais bref, on n'est jamais préparé à ça. Je sais pas, tu mentionnais que toi aussi, tu as perdu ton frère. Je sais pas, je connais pas les circonstances du tout. Je savais même pas qu'il s'appelait Jonathan aussi. C'est ça! Mais c'est quelque chose de perdre quelqu'un. Peu importe les circonstances. Peu importe que ce soit la maladie. Peu importe les circonstances. Quand la vie nous arrache quelqu'un, il n'y a pas de mode d'emploi. Il est impossible d'être préparé à ça. Puis ce que j'ai compris, c'est que des événements comme ça nous révèlent beaucoup de force qu'on n'a aucune idée qu'on a en nous. Tu sais, des fois, je regarde ma vie ou souvent, je regardais ma vie puis je me regarde une photo de moi maternelle à 5 ans puis je me dis, mon Dieu, si je savais à cet âge-là qu'est-ce que ma vie me réservait, mais ça nous fait sortir des forces. Il y a une façon de gérer ça. C'est un choix, je crois aussi. C'est sûr qu'on a plus de facilité. Ça dépend de comment on est fait, comment on est bâti, quel frame qu'on a. Il y a certaines personnes qui sont plus dans... Je vais faire attention à ce que je dis pour pas personne se sente visé ou que je manque de sensibilité, là, parce que le deuil, les décès, peu importe, on le vit tous d'une façon particulière, propre à chacune ou à chacun. Puis je suis tellement pas dans le jugement par rapport à ça. Là. Puis, mais il y a plusieurs étapes. Est-ce qu'elle parlait de frustration? Est-ce que toi, tu as vécu l'étape de frustration quand ça arrive? Oui, incompréhension beaucoup quand tu disais, tu sais, moi aussi, on m'a appelé à 2 heures du matin pendant la nuit. C'est comme, viens-t'en, je m'en viens te chercher. Je comprends pas, viens-t'en, je m'en viens te chercher. Tu sais, viens, je vais aller te chercher là. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je le savais. Quand je suis embarquée dans l'auto, j'ai dit, il est mort, hein? Tu sais, c'était ça, ma première chose que j'ai dit. C'est comme si je le sentais. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, moi, il a été dans le coma quelques jours. Fait que c'est quelque chose que tu n'as pas... l'espoir aussi, s'il est dans le coma. Oui, c'est vrai qu'il y a eu l'espoir, beaucoup. Mais à ce moment-là, tu n'as plus de contact. Tu sais, il est là, il t'entend. Tu sais, j'étais là, je parlais, mais... Fait que le processus a été long. Je pense qu'à un moment donné, tu finis par accepter l'absence de la personne, mais pour moi, il est tellement là avec moi à tous les moments de ma journée. Tu sais, juste quand tu as dit son nom, j'ai dit, ben
il est là. Tu sais, juste quand t'as dit son nom, pour moi, c'était comme... C'est quand même crazy. Ouais. Tu sais, elle m'avait dit ça, puis j'étais comme, wow, tu sais, c'est rare qu'on en parle comme ça. Puis, fait que le processus, la colère, je pense qu'il y a eu un moment de colère, mais moi, j'ai beaucoup fui. Toi, je sais pas comment tu as vécu ça. Moi, j'ai été dans la fuite avec tout ce qui était à l'extérieur de moi, donc dans le faire et beaucoup la consommation. Mais toi, je sais pas comment tu as réussi à... Ben moi, dans le fond, moi, je suis maman aussi. Oui. Principalement, je suis une mère. Là. Ça, c'est mon premier titre dans la vie. Et mon fils avait 15 ans à l'époque. Et comment je pourrais dire ça? Dans le fond, moi, ça a été un total choc. Puis je voulais pas savoir les détails. Parce que on m'a juste dit, Yon, tu es Joe. Déjà là, oh my God, Yon, comment ça? Il a-tu souffert? Il était 10, il était 20, il était 50, il était 2, je sais pas. Moi, j'ai demandé à pas savoir les détails. J'ai demandé à pas savoir les détails. Je ne voulais pas savoir. Là, il est parti, là. Puis moi, dans ma famille, je suis la numéro 2. Hein? J'ai ma grande sœur, je suis numéro 2, ma petite sœur, mon petit frère. Puis je sais pas pourquoi la vie a fait en sorte que je suis vraiment un peu le pilier. Là. Il y a des problèmes, il y a n'importe quoi, on appelle qui? On appelle Marie. Avec plaisir. Vraiment, je changerais pas ma position dans ma famille, quoi que ce soit. C'est toi la forte. Ben oui, ils sont forts aussi. Le reste de ma famille sont forts, mais avec ce qu'ils ont en eux. OK? Juste, je vais revenir avec ce point parce que je le trouve très important de le dire. Je me sens pas plus forte que les autres, mais j'ai certaines capacités. J'ai un certain don. C'est très étrange, mais moi, dans le... Comment je pourrais dire? Dans le ressenti? Non, dans le chaos. Une force tranquille. J'ai un sang automatiquement froid. Wow. Je suis capable de tout... Je vois... Il y a une froideur qui vient dans moi. Je veux qu'on... Tu gères. Je gère. Puis après, les sentiments. Là, OK? Ça sera ça. Après, les sentiments. Ah ouais, les sentiments. Puis j'ai toujours été comme ça. Mais, ben écoute, juste pour répondre à ta question, imagine-toi que 3 semaines après le décès de mon frère, on a su qu'est-ce qui s'est passé, les détails et tout. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Par contre, je veux juste mentionner que c'est un homicide involontaire de la main d'un des amis d'enfance de mon frère. Puis lui a avoué, il l'a dit à ma mère. Il a demandé à parler à ma mère quand il s'est fait arrêter par la police et tout. Après un moment d'enquête, il a demandé à parler à ma mère. Personne d'autre, pas d'avocat, personne. Je veux parler à cette personne. Ils ont fait aller ma mère et tout. Et il a dit à ma mère la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, puis il a demandé pardon à ma mère. Puis ma mère, elle a automatiquement pardonné. Parce que vous avez la foi dans votre famille. Oui, fait que c'est pour ça la force, là, tu vois, moi, j'ai certaines forces, j'ai certaines capacités, pas celles de ma mère. Pas celle-là. Oh non. Parce que toi, ton processus a été beaucoup plus long que ça avant d'accepter ou de passer par-dessus. J'ai jamais passé par-dessus. T'as jamais passé Encore par-dessus? à ce jour? Oh non. Je passerai jamais. J'ai pardonné aussi la dite personne. Ouais. On s'entend. Je l'ai pardonné et tout, mais on passe jamais par-dessus. On n'accepte jamais. On apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. On devient une nouvelle personne. Puis comment on apprend ça? Ben comment moi, je l'ai appris. Ouais. Moi, je vous dis, là, ça va être étrange, comment je vais dire, mais ça a été à genoux en priant. Oui, j'avais pas le choix. Parce que c'est un niveau de souffrance, de trauma. Il n'y a pas de mots. Tu sais, moi, je peux essayer de vous dire des mots pour qualifier ou il n'y a pas de mots qui peut exprimer ce type de douleur. Vraiment, là, non. Fait que je me suis dit, bon, je me suis tournée vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Tous les jours, dès que j'ouvrais les yeux, Seigneur, aide-moi à faire ma journée. Ah, my God, alors. Oui, je comprends, puis c'est beau, cette vulnérabilité, en fait, parce que c'est ça qu'on vit pour de vrai, tu sais. Oui, c'est assez... Parce que on a besoin de plus grand que nous pour arriver à passer à travers ça. Écoute, t'as beau être qui tu es, à penser, croire, avoir les forces que tu as, il y en a que t'as même pas idée que t'as parce que t'as pas vécu des choses assez intenses pour pouvoir être confronté à les utiliser, à chercher les outils. On n'a même pas idée à quel point qu'on est outillé à l'intérieur de nous, juste à temps qu'on ait
qu'on soit confronté à certaines choses comme ça. Ouais. Fait que tu vois quelqu'un comme ma mère, que elle, c'est son enfant, là. Puis elle a pardonné si rapidement. Puis moi, ça m'avait traumatisée, je vous le dis, là. J'étais traumatisée. Puis elle est venue, elle nous a raconté ça. Puis elle nous disait, faut pardonner. Puis tout ça. Moi, j'étais comme, oh, no. T'étais en désaccord Mais avec ça a pris elle. un certain temps. Mais ma mère, c'est 3 semaines, là, 3 environ. semaines. Mais 3 semaines, toi- un mois. Puis Ouais, il c'est faut... récent, là. Et- Et toi, ça t'a pris combien de temps avant d'arriver à comme à pardonner ou accepter? Mais on dit tout le temps que lorsqu'on pardonne, c'est pour se libérer. Exactement. Donc, c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour toi que tu l'as fait. Ouais. Ça a été quand même assez rapide. Pas aussi rapide que ma mère. Là, j'y lève mon chapeau de cette force qu'elle a eue de faire ça. Moi, il fallait que je comprenne. J'avais besoin de compréhension Le plus. processus. Ça a été quand même assez rapide. Puis il y a des gens alentour de moi qui n'ont toujours pas pardonné. Puis c'est correct aussi. On n'est Ouais. pas toutes faites pareil. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pardon, c'est quoi, Mhm. vraiment. Les gens pensent que pardonner veut dire qu'on oublie, Mm. que c'est correct, dans le fond, qu'est-ce que tu as fait. Pourtant, c'est pas ça du tout, là. Non. Le pardon, c'est d'accepter qu'il est arrivé quelque chose. Mm. Et c'est de décider que qu'est-ce qui est arrivé, j'en suis pas responsable On n'avait pas de contrôle. et ça ne va pas dicter le reste de ma vie. Wow. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Puis quand j'ai comme compris ça, j'ai dit, you know, excusez l'anglicisme, je me suis dit non, il faut que je lui pardonne, peu importe les circonstances et tout, il faut que je pardonne parce qu'il faut que je continue. J'ai Faut un que- enfant, là. Pour toi Ouais. aussi. À élever. J'ai aimé mon frère. Je l'aime encore. De tout mon cœur, il me manque tous les jours de Est-ce ma que vie. tu sens qu'il Mylène disait qu'il je le sens présent avec moi tous les jours. Est-ce que tu as la même réalité que. Non. Moi, pour moi, mon frère est décédé. OK. Mais on a toutes nos réalités. Oui, oui, tout à fait. Oui. Absolument. Moi, pour moi, il est décédé. Par contre, quelque chose que j'ai développé pour m'aider à travers ça, c'est de tout simplement l'imaginer. Mhm. Vraiment, je me fais des fois quand c'est dur, puis ça fait quand même, attends, on est en 2025, c'est en 2012, ça fait 13 déjà ans. 13 ans. Mhm. Puis j'ai remarqué que quand je pense à lui, je m'ennuie, c'est dur, juste de me fermer les yeux, là, puis de l'imaginer, rentrer dans la maison, puis il m'appelait MP. Marc-Paul MP. Oui. Puis MP, tu sais, dans le fond, là, tu sais, juste, je l'imagine la scène, là, qu'il revient, puis c'est pas grave, puis tout est beau, puis Son Juste- énergie. juste cette minute, là, d'imaginer ça, puis d'être dans ma tête, ça me suffisait pour continuer. Malgré que c'est absolument pas vrai, là. C'est dans ma tête, mais ça a été comme, OK, je vais continuer ma semaine, mon mois et tout. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour moi. Puis il y en a que j'en parle, sont comme, de quoi qu'elle parle? Ben, moi, ça m'a aidé. Oui, mais chaque personne Ben est différente. oui. C'est ça. Toi, tu y parles encore. Ah, tous les jours. Moi, là, Est-ce que exactement. Est-ce que tu as eu le processus d'acceptation, étant donné qu'il y a eu comme une période de coma? Est-ce que ça a été différent pour ça? Moi, j'ai été très en colère. J'ai fait une crise. C'était une colère, là, tu sais, de voir que ça arrivait puis que j'avais pas le pouvoir de le sauver, en fait. De rien faire. C'est que c'est ça, j'avais pas eu le pouvoir de faire quelque chose, puis j'étais dans l'injustice, que ce soit mon humain, tu sais, on était vraiment très connectés, fait que c'était l'impuissance devant ça. Mais sur le coup, c'est comme si je me suis dit, ben si je suis encore là, c'est parce qu'il est encore là, puis je vais passer à travers ça avec lui, puis à partir de ce moment-là, c'est comme si, fou, mais je suis partie sur un élan de tout est correct. Fait que j'ai passé un peu à côté. Je pleurais un peu, mais on n'en parlait pas, nous, chez nous. Tu sais, je sais pas, vous, comment vous avez vécu ça dans votre famille, séparément, ensemble. Tu sais, tu dis, tu parlais avec ta mère, mais moi, je me rappelle pas de m'être assis avec ma mère puis qu'on discute du décès de mon frère. Là. Moi, j'étais, à cette époque, j'étais outrée du pardon rapide de ma mère. Parce que je suis maman. Moi, là, quelqu'un fait juste un regard là, à mon enfant, puis je suis comme, ah! Tu comprends-tu? Fait qu'enlever la vie, Ouais. malgré que c'est un accident. Fait que moi, c'était très difficile. Je regardais ma mère, puis quand elle nous a dit, ben il faut pardonner, elle dit la vérité, c'est comme ça, c'est la vie, c'était pas intentionnel et tout. J'ai écouté qu'est-ce que ma mère me disait, puis je me rappelle l'avoir téléphoné après, puis je lui ai dit, regarde, maman, tu veux lui pardonner? C'est bon, libre à toi. Par contre, puisque tu lui pardonnes si vite, good for...
tu veux lui pardonner, c'est correct. Par contre, tu peux pas m'appeler pour pleurer, Joe. Je serai pas ton épaule sur laquelle tu vas pleurer, mon frère, parce que tu as pardonné. Parce que j'étais tellement en colère. T'étais en colère. Mais j'ai beaucoup de respect pour mes parents. C'est mes parents. Ouais. Tu comprends? Fait que pour moi, ils l'ont pardonné. C'est correct. Je respecte ton choix de pardonner aussi vite. Ne me demande pas de pardonner. Si un jour ça vient, ça vient quand c'est pour moi que c'est prêt. Quand tu vas être prête. Puis si tu as envie de le pleurer, puis te laisser aller, mais c'est pas le bon numéro à composer pour le moment, là. No. Parce que chaque personne a son... T'aurais pas été dans la capacité de la recevoir, Impossible, en fait. parce que pour moi, c'était illogique. Pour moi, à cette époque, c'était tellement illogique. Fait que tu pardonnes, je respecte ça. Mais je suis pas la bonne épaule sur laquelle pleurer. T'as été claire. Ah oui, très clair. Très clair. Est-ce que tu penses que ça a changé le fait d'avoir vécu ça? T'as appris à vivre avec, donc ça t'a changé? Absolument. Oui. On a toutes des choses qui nous changent fondamentalement en tant qu'humains. Dans le fond, on vient sur la Terre, puis on est l'enfant de quelqu'un. Tout le monde. Après ça, on devient la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, peu importe. Vous comprenez? Mais il y a certains événements qui te changent forever. Le plus beau moment de ma vie, c'est sûr que c'est quand je suis devenue maman, pour moi. Mais celui qui m'a le plus transformée, c'est ce décès. Ça m'a transformée comme personne. Vraiment. Es-tu capable de mettre des mots là-dessus quand tu dis que ça t'a transformée? C'est dans ta façon de penser? Ah oui, oui, ça ouais. c'est sûr. Là. Moi, écoute, je suis rendue maman. J'ai vu comment des accidents peuvent changer ta vie du jour au lendemain. Et puis, juste rapidement, je pense, toi, tu le sais, je ne sais pas si toi, tu es au courant, mais 5 ans après, moi, je suis devenue veuve. Oh, fait que la mort, elle a frotté ma vie beaucoup trop proche avec des gens très près. Parce que oui, on peut perdre, je minimise pas, je vais faire attention à ce que je dis, mais on peut perdre une grande tante. Tu sais, on peut perdre beaucoup de gens. Des gens plus loin de nous. Plus éloignés. Mais quand c'est si proche, un mari, un frère, tu vois la vie d'une autre façon. Veux pas. Veux pas. Puis moi, j'ai été vraiment longtemps dans la crainte de moi-même mourir. Est-ce que ça te donnait une urgence de vivre? Pas une urgence de vivre, mais une urgence de vraiment outiller mon fils pour qu'il ait le plus d'outils possible. Parce que moi, je voyais comment que la vie peut être enlevée comme ça. Mon fils était quand même jeune. Quand son père est décédé, il avait 6 ans et demi. Puis quand son oncle est décédé, il avait 15 mois. Fait que là, je me suis dit, oh my, il faut que je prenne tout le temps que j'ai pour outiller cet enfant du mieux que je peux, que s'il m'arrive quelque chose, ça a été mon réflexe. Je sais pas pourquoi, que s'il m'arrive quelque chose, qu'il soit le plus outillé. Fait que c'était pas une urgence de vivre, c'était plus outille-le, donne-y tout ce que... De construire un coffre à outils pour que ça peut arriver, puis voici ce qu'on peut faire. Fait que c'était plus ça, puis c'était rendu un peu obsessionnel. Puis merci, mon Dieu, pour ma mère, un jour, elle m'a dit « Ça suffit! Oh. » Ah ouais, ça suffit. T'étais dans l'hyper pas vigilance, j'avais le goût de dire ça, mais en fait, c'est que t'étais dans l'obsession de ça? Oui, dans le fond, je parlais beaucoup, puis je me suis même pas rendu compte que entre guillemets, je planifiais ma propre mort. Parce que quand je parle à ma mère, en tout cas, s'il m'arrive quelque chose, c'est comme ça. Puis s'il m'arrive ça, mais c'est comme ça. Puis si ça m'arrive, puis c'était ça parce que ma tête était dans la planification. Dans la planification. Pour pas faire vivre à ton garçon. Mais c'est comme une peur, fait que tu t'es mis à contrôler. En arrière, tu avais peut-être une certaine peur qu'il soit pas assez outillé, fait que tu t'es mis à contrôler. Parce qu'il était jeune. Ouais. Puis merci, mon Dieu, là, il est rendu il y a 14, voire 15, puis plus je le vois grand. Là, je vous dirais, là, ça fait un bon 2 ans que je suis débarrassée de ça. Parce que moi, je me réveillais le matin avec, OK, s'il m'arrive de quoi, comment... Je me réveillais le matin avec cette pensée, puis jusqu'à me coucher le soir. C'était constamment. Parce qu'il était petit. Constant. Fait que c'était une obsession. OK. Oh, oui. Ça a été... mais je m'en ai pas rendu compte. Puis un jour, ma mère, elle m'a dit « Ça suffit! » Parce que je parlais au téléphone, ouais, maman, puis on a une conversation normale. En tout cas, oublie pas, dans mon cas, à moi, là, elle m'a dit « Ça suffit. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? » J'ai vraiment pris conscience, là. J'ai fait « OK, c'est vrai. » Ça empoisonnait un peu ma vie, là, parce que c'est lourd de vivre. Au cas où, tu sais. Au cas où. Ouais. Que je sais pas, moi, ma plus belle planification, je pense vivre jusqu'à 100 ans, arrière-grand-mère et tout, maintenant, mais
Ça a été longtemps ça. Ouais. Et là, on parle d'outils, on va bifurquer dans un autre volet de ta vie qui a encore une fois qui est encore une fois outiller les gens, mais qui est dans un total domaine. Différent. Et c'est l'étiquette. L'étiquette, et puis... D'où ça vient, ça, de vouloir il y a un donner? il y a un lien. Hein? Ben, je voyais peut-être. Faisons le lien. Ouais, Ben oui. il y a quand même un lien par rapport à ça. Dans le fond, j'ai vécu qu'est-ce que j'ai vécu avec la perte de mon frère. Parfait. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de participer à un événement qui était une levée de fonds pour Joyce et Echaquan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Bon, cette dame qui autochtone à l'hôpital, qui avait eu de mauvais traitements. Ah oui! OK, oui. Exactement. J'ai participé à cet événement, puis le mari de cette dame était là. Puis c'est encore une histoire très révoltante, on s'entend, là. Moi, c'est venu me chercher parce que... Oui, parce qu'il y a eu un décès aussi. Il y a une perte de vie. Pas directement à cause d'une intervention humaine, mais c'était assez ordinaire. On va se le dire en bon français. Mais est-ce que à ce moment, tu avais déjà perdu ton mari? Oui. OK. Ah oui. Okay. Ah oui, j'ai perdu mon frère, mon mari. Ça fait pas très longtemps qu'est-ce que je vous dis. Ça doit faire peut-être 3 ans. Fait que j'étais à cet événement-là, puis je m'attendais pas à ce que le mari de cette dame soit là. Puis quelque chose en moi, puis je le voyais, il était assis à une table, puis il était tout honneur parce qu'on était là pour sa femme. Puis quelque chose m'a dit, va lui parler. Va juste lui dire un bonjour, quoi que ce soit. Puis tu me connais un peu, là, c'est pas trop mon style, mais quelque chose était comme, va lui dire bonjour, va lui dire quelque chose. Fait que j'étais allée me présenter, j'ai dit, j'ai entendu l'histoire de votre femme. C'est vraiment venu m'interpeller. Puis monsieur, je sais pas comment, je sais pas quand, mais je sens qu'un jour, je vais faire quelque chose, une différence par rapport à qu'est-ce que votre femme, elle a vécu. Puis je me rappelle d'y avoir dit aussi que j'ai perdu mon frère. Puis moi, je considère ça un peu un vol de vie. Puis les gens quand il y a une intervention, je dis beaucoup l'intervention d'une main ou quelque chose d'autre qui fait que quelqu'un perd la vie. Puis j'ai dit, souvenez-vous de mon nom. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, souvenez-vous de mon nom parce qu'un jour, je sais pas comment, puis je m'appelle Marie-Paul. Puis là, il me dit, ben j'oublierai jamais ton nom parce que c'était le nom de la marraine de Joyce. Oh là là. Ouais. Puis là, je fais, ouf, là, c'est venu. OK, parfait. Je m'en vais avec ça. Puis je suis quelqu'un que, quand je fais une promesse, ou quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est sûr que c'est accompli. Impossible, impossible, impossible. Fait que là, on recule quelques mois, années plus tard, et j'ai vent d'une situation, un proche dans ma famille vivait une situation d'harcèlement psychologique au travail. OK. Qu'est-ce qui se passe? On parle, on m'explique la situation. Ouf! OK, c'est une situation très, très, très lourde dans le cas ou dans les dossiers d'harcèlement psychologique, peu importe. J'ai trouvé ça assez spécial à un point que j'ai pris 6 semaines de tout arrêter ce que je faisais dans ma vie pour aider cette dite personne à sortir de son milieu de travail. Puis pendant que je fais mes recherches, puis j'aide la personne à sortir de son milieu de travail, je fais beaucoup de recherches, je lis sur un peu de jurisprudence, c'est quoi l'harcèlement psychologique, c'est quoi les dommages que ça peut causer à un humain. Là, je tombe sur un article que quelqu'un qui vivait la même chose que mon proche, mais elle s'est enlevée la vie. À la fin, elle s'est carrément enlevée la vie. Je vois ça au Journal de Montréal, je suis comme, oh mon Dieu. C'était tellement similaire à ma personne qui vivait ça. Je dis, ben voyons donc, on est en 2023, là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Que ça existe. Encore? Puis là, je fais des recherches, puis j'ai des choses. Puis il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, je me dis, tu sais quoi? C'est le temps que tes babines suivent tes bottines, comme on dit en bon français. Puis il faut que tu fasses de quoi avec ça. Puis en fouillant, j'ai comme compris que tout ça, là, l'harcèlement psychologique, la méchanceté, le bullying, l'intimidation à l'école, part du même point, c'est un manque d'étiquette. Puis quand je parle d'étiquette, je parle de savoir-vivre, savoir-être, politesse, gentillesse. J'ai eu une révélation. Si les gens avaient cet outil où ça faisait partie naturellement de leur vie, là,
Il serait incapable de méchanceté. Il serait incapable en voulant comprendre l'autre. L'empathie. L'empathie. Bon, fait que là, fast forward, je règle le dossier. Il n'est pas encore réglé, il est encore en situation. Mais bref, je me suis dit, il faut que je parte de quoi, là? Par rapport à ça, je suis une entrepreneur aussi. Puis l'entrepreneuriat, souvent, il y a des gens, puis je lance un message à tout le monde, qui se cherchent. Je veux être un entrepreneur, je ne sais pas quoi faire, mais on peut devenir entrepreneur avec des situations qui nous indignent aussi. C'est pas juste qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est passionné, puis qui est beau, puis qui est facile, puis qui est à l'heure du jour. Puis je veux faire ça moi aussi. Comment faire la différence? Comment faire la différence avec des situations qui nous indignent? On peut partir des belles business à partir de ça. J'ai toujours voulu changer le monde d'une certaine façon, là, de le rendre plus beau. Là. Ma première entreprise, on l'entend. C'était l'esthétique parce que je me suis dit, hey, je vais aider les gens à être plus beaux, puis se sentir mieux dans leur peau, puis tout ça. Puis je me suis donnée à fond. Puis là, maintenant, c'est plus aider les gens à se sentir plus beaux, mais on part de l'intérieur. Là. Parce que là, quand tu vois qu'il y a des pertes de vie, parce que là, je vous parle du dossier Joyce Echaquan, mon proche, l'autre femme que je suis tombée dessus. Il y a même pas un mois, j'écoute la radio, le débardeur qui s'est enlevé la vie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Écoute, moi, là, j'entends des affaires comme ça, j'en pleure pendant... Fait que qu'est-ce que tu enseignes exactement? Comment tu éduques les gens dans ce savoir-faire vivre-là? Ben c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, je me suis trouvée... déjà... De nature, j'aime l'étiquette, j'aime le protocole, j'aime les bonnes manières. J'ai toujours été comme ça. Fait que je me suis dit, je vais trouver une école. Tu sais, je ne vais pas juste dire avec ma bouche, je vais me former. Je vais devenir consultante. Fait que j'ai pris l'avion, je suis allée à Londres. Après ça, j'ai pris l'avion, je suis allée à Versailles. Puis je me suis vraiment certifiée pour devenir une consultante pour ça. Okay. Puis j'ai voulu vraiment me spécialiser pour les gens d'affaires parce que je suis une femme d'affaires, j'aime les gens d'affaires. Je connais la réalité des entrepreneurs et tout. Fait que je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. Hein? C'est une seconde nature chez moi. Fait que j'ai été là-bas. Puis, dans le fond, ce que je fais, il y a 2 volets. Même un 3e qui vient de s'ajouter dernièrement. Puis, ça, là, c'est comme, oh my God, j'ai tellement hâte de vous en parler. Moi, dans ma tête, c'était vraiment juste de donner les outils aux entrepreneurs de bonne manière, de savoir vivre, savoir être, comment se présenter. Puis, c'est pas juste d'apprendre aux gens comment manger à table. Là, on me dit, fait que tu apprends aux gens comment manger à table? Non, c'est beaucoup plus élaboré que ça. L'étiquette, pour moi, c'est un art, oui, mais c'est presque une science. Alors, je les aide pour pouvoir, comment je pourrais dire, bâtir des ponts, avoir les meilleurs outils pour avoir des belles relations d'affaires fructueuses aussi. De ne pas se tirer dans le pied là, parce que tu as manqué carrément d'étiquette. Puis je parle pas juste d'arriver en retard ou manger la bouche ouverte ou dire un mauvais mot, là. Ça va, ou juste l'habillement, ça va beaucoup plus loin que ça. Concrètement? Oui. Concrètement. Quand on dit ça va plus loin que ça, c'est dans... Parce que c'est un ensemble de choses. Okay. C'est un ensemble de choses. Dans le fond, oh mon Dieu, les bases de l'étiquette. Dans le fond, le savoir-être, c'est savoir se comporter. OK? Dans diverses situations ou, comment je pourrais dire, concepts, peu importe, savoir se comporter. Ça, c'est le savoir-être. Le savoir-vivre, c'est comment faire sentir les autres. D'avoir cette habileté sans même dire un mot. Je suis certaine que vous avez des gens que vous avez rencontrés dans votre vie, que vous ne savez pas pourquoi, qu'elle n'a pas parlé quasiment et tout, mais juste la présence silencieuse était d'une puissance et tellement loud, juste de la prestance, comment qu'elle vous fait sentir. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça. Mais moi, je le vois plus dans la vibration, son énergie. Mais là, est-ce que tu es en train de me dire que ça s'apprend? Oh, absolument. Ça s'apprend tellement. Il y en a qui l'ont de façon naturelle, OK, parce qu'ils sont entourés depuis haut comme 3 pommes. Ils ont eu une chance ou un blessing dans leur vie d'avoir été dans des situations toute leur vie. Ils ont grandi là-dedans, fait que c'est une seconde nature. Mais oui, ça s'apprend. Ça s'apprend tellement. Il y a beaucoup d'histoires attachées à ça. Oh my God, que j'ai appris des choses. Écoute, juste la phrase « Ah, cette personne-là n'a pas de classe ». C'est juste, vous avez souvent « Pas de classe, ça c'est pas, il n'y a pas de classe ». Dans le fond, la réalité, c'est que tout le monde a une classe.
mais c'est pas tout le monde qui a la classe qu'ils veulent avoir. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on n'a pas toute la même classe. On n'a pas... Tout le monde a une classe. T'as pas de classe? Non. Il y a une classe, mais une classe négative. OK? Parce que la vérité, là, je veux pas aller trop loin là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis j'aime ça vous parler, mais dans le fond, l'étiquette, ces choses-là viennent de la royauté. OK? Fait qu'il y a des gens qui mélangent les choses. Ils disent, ah, ça, c'est des snobs, ils se prennent pour qui? C'est pas qu'ils sont snobs. Le roi Soleil, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, mais j'aime le Roi Soleil. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire attachée à tout ça. C'est pour ça que j'ai été me former, parce que oui, c'est facile de googler, OK, comment je mange à la table, puis ci, puis ça, mais de ne pas comprendre pourquoi. Ça vient d'où? D'où ça vient. Ouais. C'est plus... bonne manière. Exactement. Fait que là, ça devient... Quand tu comprends d'où ça vient, le pourquoi du comment des choses, là, tu l'absorbes. Ça fait Donc, du sens pourquoi tu le fais. Exactement. Donc là, ça vient, tu dis que ça vient de la royauté, ça a parti de là. Ah oui. Oui, le roi Soleil était un roi particulier. Très particulier. Il aimait les belles... Lui, il aimait le beau, le visuel. Il aimait les choses absolument magnifiques. Il aimait aussi les gens... je ne sais pas ce mot en français, j'ai de la misère. On appelle ça le wit. Le wit, je vous dirais que c'est un peu l'intelligence de... Aïe, juste par exprès, là, ça m'échappe. J'ai toujours eu de la difficulté avec ce mot. L'intelligence de tourner des situations au positif, d'amener quelque chose de négatif au positif, cette élégance des mots. Puis oui, le savoir, bien manger, bien se tenir, le beau, la prestance, qu'est-ce que tu démontres par rapport à ton enveloppe corporelle. Et dans ce temps-là, écoute... se toucher était une faute d'étiquette. Se toucher physiquement. OK. Oui. Fait que si vous regardez des photos d'époque, là, vous allez voir que les gens sont posés jamais. Ils se touchent pas. Juste se toucher physiquement. Soi-même. Oui, c'était une faute d'étiquette. Okay. Mais l'étiquette évolue à travers le temps et les cultures, mais de comprendre d'où ça sort. Puis l'étiquette, le roi, il faut que je revienne là-dessus parce que ça, j'ai capoté. Le roi Soleil, dans le fond, les gens qui avaient accès à ces règlements d'étiquette que lui a instaurés, c'était les gens qui étaient proches de lui. C'est pas les gens dans les champs, c'est pas les gens, le commun des mortels qui travaillent. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Fait que les gens les plus proches du roi avaient la connaissance de c'était quoi les règles d'étiquette que lui s'est comme un peu inventé. Mais le commun des mortels, le paysan, aucune idée, eux autres, là. Fait que c'est là qu'il faut faire très attention, puis il y a une distinction à apporter à quelqu'un n'a pas de classe. Puis oui, il y a de la classe quand même, il n'y a pas le même niveau de classe. Et très bien dit. Ouais. Exactement. Mais c'est encore très d'actualité aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens est-ce que les gens peuvent savoir dans quel niveau de classe ils sont? Comment on fait pour savoir dans quelle classe de niveau on est? Ben, juste se poser question. Juste se poser la question, déjà là. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde. Moi, j'aime dire que c'est ce qui m'a beaucoup aidée dans la vie. Okay. Parce que je viens d'une famille traditionnelle, chrétienne, immigrante. Je suis devenue une femme d'affaires. J'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes pour moi dans mon cheminement, tout simplement parce que je maîtrise l'art de l'étiquette. C'est important pour moi. Okay. Tu sais, j'ai pas des super grandes études que, voilà, je peux te parler parce que voilà à quelle école j'ai été ou voilà de quelle famille je viens, fait ouvrez-moi la porte. Non, là. Fait que moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais utiliser... Tu vas l'enseigner aux autres. Non, je vais utiliser mon étiquette pour m'ouvrir des portes dans la vie. Comme, vraiment rapidement, encore une fois, ma première job, j'ai 16 ans, je travaille au Carrefour Laval. Puis je travaille au magasin qui s'appelle le Pantorama. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, je travaille au Pantorama, puis il y a un monsieur qui rentre au Pantorama, puis il faut que je fasse les bords de pantalon. Puis on s'entend que c'est pas la tâche la plus gracieuse au monde, là. Puis moi, je le fais avec la plus grande des étiquettes, là. Je fais sentir la personne comme si ça me dérange pas. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Les bases de l'étiquette, je l'ai sur la... Mais moi, c'est une seconde nature, tu sais. Oui. Fait que Charles, le monsieur, il s'en va, puis il rappelle au magasin. Puis il demande « Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Marie-Paul? » Je suis comme « C'est moi. »
Il dit, je viens de venir prendre des pantalons au Pantorama, tout ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, j'ai-tu fait de quoi? Je vais m'apaniquer. Puis il m'a tout de suite dit, il dit, j'ai beaucoup aimé votre service. Puis j'aimerais vous offrir un emploi. Là, je suis comme, hein? J'ai 16 ans, là. C'est vraiment, ça fait longtemps. Je suis comme, OK. Il dit, je sais pas combien tu fais au Pantorama, mais je peux te garantir que tu vas faire plus d'argent avec moi. Fait que fast forward, j'ai accepté l'offre d'emploi, mais je sais que c'est mon étiquette qui a fait que cet homme d'affaires-là, il a pris la petite Marie-Paul de 16 ans d'un magasin, puis, OK, j'aime comment qu'elle m'a fait sentir. Imagine mes employés, imagine mon entreprise, imagine. J'ai besoin de quelqu'un comme ça. Puis l'étiquette, là, pour moi, c'est un outil. La bienséance, la bienveillance, la gentillesse, la politesse, la courtoisie. Oh, mais c'est un excellent outil qui ouvre des portes, peu importe pourquoi. Mais les gens, on dirait que c'est pas trop la mode. On le néglige un peu sans s'en rendre compte. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oui, moi, déjà, je suis attention. là-dedans, puis j'aime ça, puis ça fait partie de moi depuis toujours. Je vois des choses. Écoute, là, j'en fais des ulcères. Là. Juste aller à l'épicerie, puis la caissière, on va dire quelqu'un est devant moi, puis il passe, puis la caissière, bonjour! Puis la personne, elle est sur son sel, elle répond même pas. Comme, elle met ses affaires sur... Moi, elle te dit bonjour. Réponds bonjour. Tu vas au restaurant. La base de la relation. Ouais. C'est une base. Il faut retourner en arrière. Là. Vraiment, c'est criant et c'est d'une nécessité. Surtout, en plus, on a eu le COVID. Les téléphones, le COVID. Tout Téléphone, rien pour nous COVID. aider. Écoute, il faut remettre les choses d'actualité. Là. Vraiment, tu vas au restaurant, le serveur arrive. Je vais te prendre à la place de dire bonjour, tu t'appelles ou vous vous appelez? Merci de nous servir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'on est dans une autre game Mon ici? Dieu, on est ailleurs? Tu dis ça, puis quand je suis retournée travailler au restaurant après la COVID, c'était incroyable. Comment je me sentais pas bien. Avec les gens, je me disais, my God, c'est plus une relation de personne, c'est une relation, c'est chose, un service. Je prends. Ouais. Tu me dois, genre, pratiquement. Exactement. Ouais. Parce que tout est dans le j'ai le droit, Moi. mais en même temps, les gens, on dirait qu'ils ont oublié d'avoir cette conscience de oui, on a beaucoup de droits, puis on est chanceux, on est béni d'avoir des droits, mais on a aussi des responsabilités humaines. Ouais. Puis de les comprendre, puis de les appliquer, est-ce que ça changerait la vie? Puis, oh my, je pourrais... Bon, il faut que je vous dise un petit quelque chose on parce aime ça que t'entendre. je capote. J'ai fait un autre podcast à un moment donné. Et j'ai une de mes amies qui m'a appelée puis qui m'a dit « Marie, j'ai aimé ton podcast, mais tu parles pas des enfants. J'aimerais ça que tu ailles à l'école de ma fille puis tout, parce que je vis des choses, tout ça. » J'ai comme pas le temps, girl. Je suis tellement occupée et tout. Puis elle m'a parlé, puis j'ai raccroché avec elle. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde non plus. Puis où est-ce qu'il y a nécessité, je vais prendre le temps. Ouais. La graine Alors, était semée. Écoute, elle m'a semé la graine, puis Seigneur l'a arrosée, là. J'ai monté tout un programme pour les enfants parce que je me suis rendu compte que si on peut déjà inculquer ça Jeune, jeune, ça va rester. oh my! Puis tout à l'honneur des parents, puis la réalité d'aujourd'hui, hein, on s'entend, imagine-moi, je suis mère monoparentale parce que je suis toute seule avec mon fils, mon mari est décédé et tout, fait que j'en ai sur mes épaules, puis il y a beaucoup de réalités, on est seul avec nos enfants, on manque des fois d'outils. Puis je me dis, tu sais quoi? OK. Fait que là, je monte le programme, je trouve une école, j'appelle du monde que je connais. Écoute, j'ai monté un programme, est-ce que je peux... je suis un projet pilote, puis j'ai besoin d'une classe là, de 6e année, là. Marie, let's go! OK! Wow. Ah, fait que là, j'arrive à l'école et puis tout, et... Ah, que j'ai aimé ça! Ah, que j'ai aimé ça! Puis l'angle que j'apporte à l'étiquette, moi, pour me différencier un peu des autres, puis c'est pas pour faire exprès, c'est juste qu'il y en a beaucoup de consultants en étiquette, qui apprennent à bien manger, la posture, tout ça. C'est très bien, c'est la base, mais je me suis rendu compte que ça peut combattre l'intimidation à l'école. Okay. L'harcèlement psychologique au travail, le dossier que je vous parlais. D'où ça vient, là, oui. Vous comprenez? Oui. De retourner à cette base-là qu'on oublie, là. Puis là, je ne veux pas vous faire le test, mais il y a des choses que les gens oublient, c'est la base, puis de les remettre là-dedans, puis tout, puis la vie serait-tu plus belle? Mais bref,
Là, Le test, là, moi, je suis restée sur le test. Le test. Mais Ouais. les enfants, là, oh my. T'as eu une belle réception. Je suis comme, merci Seigneur que elle m'a dit ça. J'ai eu cette ouverture parce que j'ai tellement aimé ça. J'ai passé 2 jours avec eux. J'ai monté le programme. Là, demain, ça tombe bien. Demain, c'est ma dernière journée avec eux que je veux pas. Malgré que je les ai juste vus 3 jours. Ouais. La directrice de l'école, elle m'a appelé un samedi, il y a 2 semaines, pour savoir, puis comment ça s'est passé. J'ai expliqué, elle s'est mise à capoter. Tout ça, oui, tout ça, c'est important. Donc, la réception des enfants était bonne d'apprendre quelque chose de nouveau comme ça. Oh, Leur participation. oh, ouais. oh, 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 la réception, mais de voir à quel point que... Puis j'enlève à rien aux parents, là. C'est pour ça que je veux tellement faire attention, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres cultures, puis qui arrivent ici avec leur bagage. Mais en même temps, si le parent n'a pas été éduqué dans ce sens-là, il ne peut pas le transmettre à son Part de enfant. là. Là. Comment? Mais de voir les enfants, les yeux, là, puis vouloir te... Parce que moi, oublie, là, je suis allée acheter tout le kit de vaisselle. Tout le monde a dû monter leur table sur leur bureau. Montrez-moi comment vous mangez une soupe. Ils mangent la soupe. Tout le monde pense qu'ils l'ont bien. Erreur! Tu sais, là, comment ça? Là, je leur apprends. OK, la fourchette va de quel côté de l'assiette? Tout croche. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Mais ça n'a pas été raide comme ça depuis le début. Au début, là, j'ai créé une belle relation avec eux et tout. Je leur ai fait comprendre la... C'est un exercice. Mais là. ça, on s'en parlait. On s'en parlait, puis là, j'ai réalisé que j'ai jamais... J'ai dit, c'est de quel côté tu mets ta fourchette? Puis j'ai jamais J'ai dit, tu mets le réalisé. couteau à droite, la fourchette. Je sais pas. Mais c'est Toujours à vrai, gauche. Toujours à gauche la fourchette. Toujours à gauche. la fourchette à gauche. Couteau vers Tout ce qui est l'intérieur. fourchette, Je c'est sais pas toujours si je le faisais instinctivement, mais je me suis jamais posé la question. Là. Tu regarderas ça ça. devrait être instinctivement. Ouais. Mais écoute, écoute, les enfants m'ont amené tellement plus loin, là, comme... Mais là, je leur ai appris comment manger du pain, comment s'asseoir, comment la serviette... Juste la serviette. La Puis, serviette. mais moi, il y a quelque chose, à chaque fois que je vais au restaurant, et j'ai beaucoup de difficultés avec ça, et j'ai vraiment bien enseigné mes enfants, quand les gens prennent le couteau comme ça. OK, non, pour moi, c'est carrément une agression visuelle. mais quasiment, mais moi aussi, puis là, je me dis, mais voyons donc, c'est pas un... Écoute, c'est pas une arme. Moi, j'apprends aux enfants et aux gens que Il y a une c'est des politesse. outils. Oui. C'est des outils. Il faut savoir bien manipuler son outil. Premièrement, avec grâce, oui. Oui. Mais en même temps, tu vas mieux manger. Tu comprends-tu? Oui, mais il y a comme une élégance aussi à mieux manger que de pas, tu sais, c'est pas un... je sais pas, de mettre un peu de un côté sophistiqué, un Mais côté quand on le sait plaisant pas, visuellement. On le sait pas. On le sait pas. Puis j'ai une petite, à un moment donné, tellement cute puis mignonne, puis elle avait envie de me challenger un peu parce que là, je leur ai appris comment manger du pain. Mais là, elle lève la main, oui. Mais là, si je mange un sandwich, ben, c'est du pain, ça. Je dis, ben oui, mais c'est un repas. C'est pas du pain d'entrée. Elle relève la main. OK, mais si je mange un hamburger, comment qu'on le mange façon étiquette? OK, tu sais, challenge, let's go. Moi, j'aime un bon challenge. Je leur ai montré à manger un hamburger OK. de façon étiquette. Puis je leur ai dit, ça, vous le prenez. Est-ce qu'on le prend avec Non. Jamais. C'est une des plus grandes fautes d'étiquette, c'est de lever le petit. Ben On ouais, lève c'est pas jamais vrai, ça. de doigts, là. Ça, c'est Jamais comme... de doigts. C'est horrible, comme... C'est de prendre le temps aussi, probablement, quand tu manges. Tu sais, moi, des fois, je galère, je vais vite. Puis ça fait peut-être des fois que c'est dans prendre le temps aussi. Absolument prendre le temps. Premièrement, c'est bon pour la santé de manger tranquillement. Déjà. À la base, là. Mais ouais. déjà, quelqu'un, tu vas dans un restaurant, peu importe le restaurant, mais tu vois une assiette, quelqu'un, tu as commandé la même assiette que quelqu'un, mais toute son assiette est découpée d'avance. C'est plein de petits morceaux, tu sais. Puis toi, ton assiette, elle est intacte, elle est parfaite, et puis c'est une petite bouchée à la fois. Il y a des gens qui arrivent, ils mangent n'importe quoi, ça coupe tout! Oh my God! Mais c'est juste pour revenir à l'hamburger, là, ils ont été super impressionnés, puis je leur ai dit, vous êtes des enfants. Je sais que vous allez manger vos hamburgers, peu importe à quelle restauration Mais là, tu piques rapide. ma curiosité. Comment on mange un hamburger? C'est ça, mais je leur ai expliqué que c'est très bien comment ils mangent leur hamburger. Parce que je leur dis que les ustensiles sont faits pour ne pas toucher la nourriture. Ouais. OK? Les ustensiles ne sont pas là pour décorer une table, ils sont là pour nous aider à manger. Il ne faut jamais... On peut pas manger un hamburger avec des ustensiles. Ah, on peut. Oh,
Elle coupe son hamburger. Oui. Dans le fond, c'est ce que j'ai Oui. expliqué à la petite. J'ai dit, ma belle, le jour que tu vas aller dans un restaurant, là, où est-ce que ton hamburger, j'ai dit, puis je me sens peut-être un peu mal, mais c'est la vérité. Quand ton hamburger va coûter 80 ou 80 €, là, j'ai dit, je sais pas trop. Première chose à faire, c'est que oui, tu mets ta napkin comme que je vous ai expliqué, premièrement. Et tu vas traiter ton hamburger comme un steak. Première chose à faire, c'est que tu enlèves le pain principal. On enlève toujours le pain principal. Le dessus? Oui. Oui? Oui. On enlève avec les petites graines de sésame? On enlève C'est ça le meilleur! On enlève ça, toujours le pain principal, on l'enlève et on mange notre hamburger bouché à la bouche. On coupe à la bouche. On coupe. Ça, c'est mon refrain avec eux. On coupe À la bouche. Il disait à la bouche, à la bouche. On coupe Donc, avec des à la bouche. ustensiles, pas avec les mains. Non. OK. Mais ça, c'est la bonne façon. C'est le respect de la nourriture. J'entends un peu comme l'idée de respecter, chérir la nourriture. Et d'apprécier Ouais, le moment. ouais. De D'apprécier le le savourer moment. le moment. Mais c'est ça, je voulais dire aux enfants, c'est correct, là, vous faites rien de mal. Puis j'ai des quiz pour eux, puis là, j'ai élevé mes trucs parce qu'ils sont tellement brillants en 6e année. Moi, je trouvais un petit peu ça bébé, mon affaire, là. Là, j'ai fait des quiz avec eux. Ah, c'était... C'est eux qui vont ramener ça à la maison. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important de les éduquer parce que justement, comme on disait tantôt, ça s'apprend. Si à la maison, c'est pas enseigné, bon, Ils vont aller chercher où? exactement. Écoute, exactement. juste un exercice que j'ai fait avec eux pour comprendre je voulais comprendre leur niveau. Fait que je me suis dit, comment qu'on prend les ustensiles et tout. Quand je les voyais, là, le couteau... mais des choses très simples. Il y en a qui l'avaient plus, mais le doigt n'est pas placé à la bonne endroit, à la cuillère ou la fourchette et tout. Puis là, je me suis laissée aller. Là, j'étais derrière eux. Je prenais leurs petites mains toutes tremblantes. Là, puis là, t'es capable, mon amour. T'es capable. T'es capable. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est même pas mon enfant, c'est rendu mon amour. Mais je voulais tellement. Puis tu voyais qu'ils voulaient. Je prenais leurs petites mains et tout. Puis leur posture aussi. Quand vous êtes accueillis chez quelqu'un, comment qu'on agit? Quand tu es une petite fille, comment tu t'assois pour avoir de la grâce? Ouais. Ta chaise, elle sert à quoi? Bien, il faut qu'on s'assoie dessus, oui, mais l'appui-chaise, tu t'appuies pas dessus. C'est juste une direction. Pardon? Oui, Mais c'est vrai que depuis C'est- 55 minutes, t'es sur le... Ah T'es oui, bien debout. assise. C'est Ta juste- jambe. Pour moi, c'est une direction, c'est tout. Mais si on s'appuie, ben, il y a un relâchement naturel du corps Oui. qui arrive. C'est Oui. normal. Oui. Quand il y a des appuis-bras, jamais non plus. Jamais. Ça a de l'air assez... Mais c'est pour ça que je vous dis, quand les Ouais. gens me disent, ben là, t'apprends aux gens... Non, c'est un ensemble de choses. Puis oui, il y en a beaucoup à apprendre, mais ça s'apprend, ça devient une seconde nature. Ouais. Puis on se sent tellement mieux. Est-ce qu'on se sent bien quand on est invité à un événement ou un banquet, une table ou quelque chose de... Écoute, il y a des gens qui ne dorment pas. Puis c'est la veille qui font des recherches pour essayer de comprendre, pour bien paraître, pour bien se donner paraître, de la confiance, mais... C'est pour ça que tu travailles avec beaucoup les entrepreneurs, les professionnels, à grande échelle dans les entreprises. Exactement. Pourquoi j'ai décidé ça? C'est parce que moi-même, Marie-Paul, ça m'a tellement ouvert de portes. Moi, je suis Marie-Paul, pas d'expérience en tant qu'entrepreneur, quoi que ce soit. Je décide d'ouvrir une clinique de médecine esthétique au Centropolis de Laval. C'est mon premier business venture. Comment je vais faire? Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas médecin. Puis c'est là que je vais aller. Quel outil je vais prendre? Mon étiquette, mon savoir-vivre. Comment je vais faire sentir les autres? Mais de façon aussi sincère. C'est pas faux, là. Moi, je fais pas du violon, je suis pas dans le charme, là. Tu sais, les gens, ils le voient, ils le Juste servent. dans la classe. Comment? Non, juste dans la classe. Oui. Puis Oui. tu sais, quand tu dis faire sentir les gens bien, ben en fait, il faut que tu l'habites d'abord. Tu sais, Absolument, parce que sinon, c'est pas naturel. Sinon, ça C'est devient ça. du charme. Sinon, Ouais, ça c'est devient... Acté, là. Exact. Mais non, on veut aller pas là, ça. on veut Non, pas ça là. veut dire un peu, ben, je veux quelque chose, fait que, j'aime comment t'es habillée, t'es... Tu sais, sit down. Pour vrai, Ouais. don't do it. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est de savoir quel sujet on parle, à quel moment, à qui, De savoir comment respecter. l'intégrer pour que ça devienne aussi naturel que respirer. Une seconde nature. Puis je disais ça aux enfants parce que je les ai tellement aimés. Ils posaient des questions. Puis je leur dis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le dicton qu'on dit « fake it until you make it ». Oui, don't do that. Ne faites pas ça.
pratiquer jusqu'à ce que vous le deveniez. C'est ça que je veux que vous partez avec. Pas fake it, pratiquer tous les jours, à la maison tout seul. De l'intégrer. De l'intégrer. Chez toi, là, tu vas pas prendre la peigne de lait puis la boire, puis là, rendu chez les gens ou dans... Oh là, tu veux ton lait dans un verre. Non, chez vous, là, tu te verses ton verre de lait comme il faut. Quand tu manges, même si tu es tout seul, prends-la ta serviette. Ah, j'aime ça, c'est bien. Souvent, les gens vont négliger quand ils mangent tout seuls. Ça part avec soi en premier. Et voilà! Dresse une table, mets une table convenable, parce que si tu es habitué dans ces habitudes-là, mais tu vas le reproduire instinctivement aux autres, c'est ça? Fait que c'est de le faire instinctivement. Et les bases de l'étiquette, c'est la politesse, la gentillesse et le respect aussi. Mais il faut se le donner. Respecter avant. La personne numéro 1 à respecter, à être gentil avec, c'est soi-même. Tu parlais de bienveillance tantôt, mais c'est ça. La bienveillance, la gentillesse du cœur. Puis ça, là, c'est là que je me suis dit, OK, je lâcherai pas les enfants. Parce que c'est à la base, c'est eux qui sont notre futur. Oui. Puis moi, je viens d'une famille d'immigrants et, écoute, les Haïtiens, c'est très culturel. Tu arrives en quelque part, il y a des adultes, il faut que tu aies donné des bisous à tout le monde. Bonjour. C'est ça, les cultures changent les façons de faire. Bonjour. Écoute, moi, du haut de mes 8 ans, là, tente pas de donner un bec à lui, là. Mais là, je suis classifiée impolie parce que je lui donne pas un bec. Fait que j'ai été donner bien des bisous à des gens que ça me tentait pas. Est-ce que, juste réfléchir à ce que je viens de dire, d'apprendre à des enfants de ne pas se respecter. Ouais. Fait que là, avec les enfants, je leur ai vraiment démontré la politesse et la gentillesse, c'est quoi et les différences. La politesse, on est poli avec tout le monde. Ça, là, on n'a pas le choix. Non négociable. Non négociable. La gentillesse, elle vous appartient. Vous la donnez à qui vous voulez, la quantité que vous voulez. Ah, c'est bien de faire la distinction. Beau. Ça vient du cœur. Ouais. Puis là, je prends un petit, je vais dire n'importe quoi, on va dire Jonathan. On va dire, j'ai pris le Jonathan de la classe, Jonathan. On va dire aujourd'hui, les amis, Jonathan, c'est un agriculteur. Là, tout le monde part à rire. Bon, parfait. Mais Jonathan, l'agriculteur, il y a une semence. Hein? Sa semence, on va l'appeler la gentillesse. Puis il y a 2 terrains. Il y a un terrain aride, puis il y a un terrain fertile. Jonathan, ben, il faut qu'il sache que de planter sa semence dans un terrain aride va rien donner. Va rien donner de bon. Tandis que s'il prend sa semence puis il la met dans le bon terreau fertile, ça va créer des fleurs. Mais les terreaux ou ce sont des gens. Donner sa gentillesse à des gens qui la méritent pas, c'est pas bon. C'est pas mieux. C'est pas bon. Puis même les adultes doivent comprendre ça. Les adultes ont de la misère. Il faut être gentil, il faut être gentil avec tout le monde. Non. Pas nécessairement. Ça nous fait réfléchir. Hein? Ouais. C'est tout le temps qu'on avait, Marie-Paul. Mon Dieu, c'était vite. Écoute, merci d'être venue nous parler de ça. On garde ça en tête, d'être poli, gentil et respectueux. Surtout bienveillant envers soi-même. Oui. Merci. Numéro 1. Merci. Mon Dieu, ça a été vite. J'aime tellement vous parler.